Jesus Christ, you don't know the rules? Have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Big no-no! Big no! I'm a dead man. Sex equals death, okay? Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. You see, you push the laws and you end up dead. Okay, I'll see you in the kitchen with a knife. Boring. Début 1998, je suis chez une amie avec qui nous adorons nous faire peur. Je n'ai pas encore 11 ans et mes peurs sont alors basées sur des petites histoires effrayantes pour les enfants. Des passages de certains films grand public comme lorsqu'Elliot s'apprête à découvrir E.T. dans un champ de maïs. À ce moment-là de ma vie, j'aime déjà le cinéma. J'ai compris qui était Spielberg et j'aime ses films et ses productions. Je suis bercé par ce cinéma dit du merveilleux et tenté par la grande collection de VHS de mes parents. Mais en ce début d'année 1998, je m'apprête à entrer de manière plus franche dans ma cinéphilie. Car pour me terroriser, mon ami a sorti de la vidéothèque de sa mère la VHS fraîchement sortie de Scream. Avec cette géniale sensation de transgresser les règles, nous lançons le film, et là c'est un choc. Un choc horrifique d'abord car c'est bien la première fois que je vois une horreur si frontale. Mes nuits suivantes seront d'ailleurs hantées par ces visions. Ce personnage, cette entité masquée que l'on surnommera Ghostface, venait tout à coup personnifier le mal pour l'enfant que j'étais. Mais aussi et surtout, puisque ce sentiment perdure encore aujourd'hui, Scream deviendra vite un choc cinématographique pour moi, presque autant qu'avait pu la Titanic au cinéma dans la même période. Avec ses références à tout un tas de films d'horreur, dont ceux de John Carpenter, à Freddy, à Hitchcock ou au Silence des agneaux, il a fait tout de suite office de porte d'entrée vers un élargissement de mes connaissances cinématographiques. Carrie au bal du diable est citée, ça tombe bien, mes parents ont la cassette. Café de Palma autre que ce film, j'en regarderai le plus possible. De Palma fait partie du nouvel Hollywood, c'est qui Martin Scorsese? Et c'est de là finalement que tout part pour moi. Alors je passe des soirées à tout regarder, à une époque où seuls les vidéoclubs proposent des découvertes de catalogues entiers. Le gérant du vidéoclub m'aime bien et m'aiguille sur des cinémas auxquels je n'aurais jamais pensé. Je grandis et découvre Scream 2 un an plus tard, et je reste fasciné par la mise en abîme qu'il propose, toujours plus référencée. Puis sort Scream 3, tant décrié et que j'aime tout de suite pour son côté grand guignolesque. Car au fond, c'est comme ça que je conçois la saga Scream. Comme un commentaire imparable et quasiment parodique sur le cinéma. Une déclaration à la fois d'amour et de guerre. Ce sont pour ces raisons que les Scream restent des sommets dans leur genre. Genre qui n'est d'ailleurs qu'un prétexte pour parler de cinéma. Wes Craven et son scénariste Kevin Williamson ont réussi à me faire aimer le cinéma et mieux le connaître, grâce aux histoires d'un tueur masqué qui m'a terrorisé enfant. Et pourtant,
le succès phénoménal dont a bénéficié la saga sur ses 3 premiers volets n'était pas gagné d'avance. Pour revenir sur la franchise, film par film, Mace Romain, un autre passionné de Scream, apportera son regard sur chacun des volets. Un regard complémentaire et bienvenu, tant la richesse des films peut parler à chacun sur différents plans. Wes Craven est un cinéaste ayant forgé sa réputation dans le genre horrifique. Avec des films aussi marquants que La Dernière Maison sur la Gauche ou La Colline à des Yeux, il s'installe peu à peu dans la même mouvance que John Carpenter, un renouveau du genre à Hollywood. C'est le film Les Griffes de la Nuit et son personnage de Freddy Krueger qui assiera Craven comme un réalisateur incontournable. Pourtant, en 1996, au moment où le script de Scream lui est proposé, Wes Craven n'a plus la cote à Hollywood. Il faut dire qu'avec Shocker, Le Sous-sol de la peur ou Un vampire à Brooklyn, il a essuyé beaucoup d'échecs tant critiques que publics. En 1994, 10 ans après avoir lancé la franchise Freddy, il revient en forme pour un 7e volet, Freddy sort de la nuit, qui préfigure déjà son état d'esprit et le ton qui l'animera sur ses prochains projets. La mise en abîme méta tirant à balles réelles sur Hollywood. En 1996 donc, le maître de l'horreur cherche une nouvelle formule pour renouer avec le succès. On lui propose alors le scénario d'un tout jeune scénariste, Kevin Williamson, intitulé Scary Movie. Il s'agit évidemment de la première version de Scream, premier du nom. Et l'idée plaît à Craven qui voit l'occasion de continuer son virage entamé avec Freddy sort de la nuit. Il faut dire que le script de Williamson ne lésine pas sur les références au monde du cinéma et qu'il tord le cou à l'industrie. Craven voit aussi l'occasion de rendre hommage au film séminal du sous-genre slasher, Halloween. Halloween était déjà un écho 18 ans après du Psychose d'Alfred Hitchcock. Scream sera un écho à son tour 18 ans après du Halloween de John Carpenter. Les 3 films se parlent à travers les époques. Cela va du détail le plus anodin, comme le nom Loomis qui est utilisé à la fois pour Sam Loomis, l'amant de Marion dans Psychose, mais aussi pour Samuel Loomis, le psychiatre de Michael Myers dans Halloween, et enfin pour Billy Loomis, le petit ami de Sidney dans Scream. Mais aussi à certains procédés comme la citation directe et intégrée complètement au film, comme cette séquence où Randy regarde Halloween à la télé, et où la musique d'Halloween devient celle de Scream dans une idée de mise en scène aussi simple que géniale. Cela passe enfin par la reprise de l'idée qu'avait eu Hitchcock de faire tuer sa plus grande star dans les premières minutes de son Psychose. Ici, Drew Barrymore est la plus grande star du casting de Scream. Le fait de la faire assassiner dès la première scène, comme Janet Leigh dans Psychose, est un geste fort à la fois en termes scénaristiques, aucun personnage n'est assuré de finir en vie à la fin du film, mais aussi en termes d'effets purs. Pour ceux qui, comme moi, ont grandi avec E.T. de Spielberg, voir l'actrice qui jouait la petite Gertie se faire étriper dans les premières minutes, c'est tout un symbole. Drew Barrymore devait d'ailleurs interpréter Sidney, l'héroïne du film, mais l'effet Psychose était trop tentant pour Craven. Question casting, le film mise sur toute une génération de comédiens issus de la télévision. Neve Campbell a été remarquée dans la série La Vie à 5, Courtney Cox a alors tourné 2 saisons de la cultissime série Friends, Henry Winkler est le fameux Fonzie de la série Happy Days, et j'en passe. Ce choix est d'abord un choix de raison, car le budget et le genre ne permettent pas d'attirer des noms trop prestigieux, mais c'est un choix aussi cohérent avec le propos d'un film qui mise beaucoup sur son rapport à la pop culture. L'histoire est celle de Sidney Prescott, jeune lycéenne dont la mère est morte assassinée 1 an plus tôt. Une vague de meurtres déferle sur Woodsboro, et Sidney semble être la cible du tueur. Gail Weather, une journaliste ayant publié sur le meurtre de la mère de Sidney, arrive en ville, espérant un scoop, et sympathise avec Dewey, l'adjoint shérif, frère de Tatum, la meilleure amie de Sidney. Après plusieurs meurtres sanglants, et que le film nous est mené sur de fausses pistes, les tueurs sont démasqués. Il s'agit de Stu, un ami de Sidney, et de Billy, son petit copain. Ce dernier tenait la mère de Sidney, qui l'a tuée, et sa petite amie responsable de l'effondrement de sa famille. Le cinéma d'horreur les aura inspirés pour assouvir les pulsions qu'ils avaient déjà en eux. Ils finiront tués par Sidney. Wes Craven prendra un malin plaisir à explorer les possibilités d'un scénario aussi méta, quitte à même aller dans l'autocitation, car quand le personnage de Casey Baker parle de films d'horreur, elle cite bien évidemment des films réalisés par Wes Craven. Craven apparaît même dans le film, à l'instar d'Hitchcock, déguisé en Freddy Krueger. Il va même aller jusqu'à caster Skittlerich pour sa ressemblance évidente avec Johnny Depp, présent dans le casting des Griffes de la Nuit pour l'une de ses premières apparitions au cinéma.
En somme, Craven semble réaliser avec Scream la synthèse de tout son cinéma, une nouvelle apogée après plusieurs années de disette. Scream renoue avec le côté teen movie de son premier Freddy, et à côté de cette figure iconique de l'horreur qu'est Freddy Krueger, il s'apprête à en créer une autre, Ghostface. La création du masque de Ghostface est plus ou moins basée sur le tableau Le Cri de Edvard Munch. C'est le masque d'une société appelée Funworld qui plaît au réalisateur, mais ceux-ci ne souhaitent pas céder les droits du masque. Craven et ses équipes travaillent sur la conception d'un masque s'en rapprochant au maximum et qui sera utilisé pour la scène d'introduction et celle du meurtre du proviseur. En cours de tournage, les droits du masque sont finalement acquis et le tueur arbore le masque original, ce qui explique cette légère différence au niveau de l'apparence. Au début de la production, les frères Weinstein, aujourd'hui connus pour de plus sombres raisons, détestent son apparence mais capitulent face à la persévérance de Craven. Le tournage a lieu d'avril à juin 1996 en Californie. La séquence d'ouverture est tournée en 5 jours, le reste du tournage se déroulera à peu près sans accroc, mis à part le changement du directeur photo sur la fin. Plus de 200 litres de faux sang seront utilisés sur la durée du tournage. Des couteaux rétractables sont utilisés pour les séquences de meurtre, ce qui n'empêchera pas un accident quand l'une des lames pénétrera la poitrine de Skittlerich, nécessitant une intervention chirurgicale. Le film sera évalué 9 fois par la MPAA, le comité de classification des films aux États-Unis, qui trouve le film trop violent et demande des coupes pour rendre la violence moins graphique. Un long bras de fer opposera Wes Craven au comité. Le cinéaste devra concéder différentes coupes ou modifications, comme le plan final de l'introduction où le corps de Casey est montré avec une accélération des images, ou certaines lignes de dialogue qui glorifieraient trop la violence. Au final, une version non censurée sera exploitée en vidéo, permettant une sortie du film en salle en version interdite aux moins de 12 ans en France, puis en vidéo interdite aux moins de 16 ans. L'accueil du film sera démesuré. Pour un budget de 14 millions de dollars, le film en rapportera quasiment 180 millions à travers le monde. Le succès est aussi critique, car les journalistes s'accordent à louer la version méta du film, son ingéniosité et le retour inespéré de Wes Craven. Et pour cause, le film est une analyse quasi parfaite du slasher. En jouant avec les codes du film d'horreur, Scream s'amuse à les détourner, à les pasticher. En multipliant les références, comme je le disais à Carpenter, De Palma, Hitchcock, Scream devient une synthèse indépassable de tout cet héritage. La mise en scène de Craven, d'une apparente simplicité, regorge d'idées d'une redoutable efficacité. De son usage du format scope à son découpage millimétré, Scream est une démonstration qui aujourd'hui paraît difficilement égalable. Je vous conseille à ce titre la très bonne vidéo analytique du cinématographeur que je mettrai en description. Car finalement, à vouloir réaliser le film Somme, le film ultime du genre, Craven et Williamson n'auraient-ils pas fermé la porte à d'autres propositions aussi réflexives sur le genre? Les suites compléteront ce regard, d'une formidable manière pour certaines. Mais cette subversivité dans le propos et dans le regard, qui font aujourd'hui encore la marque de fabrique de la franchise, pourrait-elle encore éclore de d'autres productions actuelles? Je laisse Romain compléter mon propos sur ce premier volet de la saga. Alors que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est que Scream est un profond chef-d'œuvre, qu'il arrive à créer l'une des icônes du cinéma horrifique moderne les plus importantes de ces dernières années? Que dire de plus si ce n'est qu'il a créé l'une des héroïnes les plus attachantes qui plaît le plus aux spectateurs également de ces dernières années? Que dire de plus si ce n'est que Wes Craven a réussi la prouesse à la fois de faire en sorte de plaire à un certain public qui regarde des films d'horreur toute l'année et à un autre public qui ne regarde pas forcément et qui est un peu détaché du genre horrifique. La meilleure des choses pour comprendre pourquoi ce film est légendaire, c'est de se replonger en plein cœur de ce contexte. Vous êtes un enfant, vous êtes un adolescent, vous êtes en 1996. Depuis quelques années, les films d'horreur ont profondément du mal à se renouveler et les franchises comme Freddy et Vendredi 13 ne vous apportent plus aucune nouveauté. Si ce n'est quelques œuvres qui arrivent à sortir par-ci et par-là, qui arrivent à vous apporter quelques sensations assez nouvelles et quelques sensations un peu effrayantes. Malgré le fait que le genre horrifique peine à innover, vous décidez quand même de vous rendre au cinéma parce que vous avez entendu parler d'un film qui se nomme Scream et qui est apparemment une certaine révolution. Vous décidez alors de vous rendre en salle pour voir cette nouveauté, vous vous dites que c'est plutôt traditionnel, encore un tueur au masque blanc qui maltraite un groupe d'adolescents qui sont un peu immatures, et soudain le film a l'intelligence de vous prendre à contre-pied. Il vous prend tellement à contre-pied que vous découvrez un film qui vous respecte en tant que fan, qui parle de films d'horreur que vous connaissez, comme si tous les films que vous avez regardés existaient véritablement dans cette réalité, comme si vous regardiez un Scream qui est en fait une sorte de peinture de la réalité, avec un groupe d'adolescents qui a l'air, même s'il est un peu cliché, parfois extrêmement crédible, avec des meurtres un peu sordides qui ont l'air extrêmement crédibles également. Cela faisait longtemps que vous n'aviez pas vu une œuvre horrifique qui vous avait respecté en tant que fan, et en cette année 1996, vous venez de voir une grosse
grosse évolution de genre, un film qui va changer la donne. Alors que ça faisait longtemps que le genre n'arrivait plus à innover, alors que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu des telles sensations devant un film d'horreur, vous avez enfin quelque chose qui vous a fait rêver, une œuvre qui vous fait rêver, qui vous a inculqué en tant que spectateur. Et c'est pour cela que Scream est légendaire, à la fois parce qu'il innove le genre, qu'il apporte une forme de nouvelle subtilité à ce monde horrifique, et qu'en même temps, en tant que spectateur, il vous a fait rêver et procurer des sensations extrêmement fortes. Et c'est pour cela que Scream est un immense classique, puisqu'il lie ces deux choses qui sont essentielles pour aimer le genre. Le premier volet de Scream est un tel succès que tout un tas de films dits néo-slasher verront le jour. Certains même scénarisés par Kevin Williamson lui-même, comme Souviens-toi l'été dernier ou Halloween 20 ans après. Il est devenu la nouvelle coqueluche d'Hollywood que tout le monde s'arrache, y compris sur petit écran où sa série Dawson cartonne. Dans la foulée de son succès en salle, la production du second Scream est lancée en 4e vitesse. Il faut dire que Kevin Williamson, quand il vend son scénario au studio Miramax des frères Weinstein, a déjà de la suite dans les idées puisque ce sont 3 scénarios qu'il a imaginés dans les grandes lignes. Toute l'équipe du premier film rempile. Cette fois, alors que le premier film avait été tourné dans une totale indifférence, cette suite est attendue au tournant. Les suites de slasher n'augurent que de mauvais souvenirs car très peu ont réussi à égaler voire surpasser l'original. On se souvient des suites en pagaille de Halloween, de Freddy ou de Massacre à la tronçonneuse. Toutes ces suites ont très souvent fait le choix de l'économie, voire de la zédification. Là où les premiers Halloween ou Freddy sont de grands films, leurs suites sont parfois de purs navets mal réalisés et mal produits. Scream 2 est l'une des rares franchises d'horreur, en 1997, où le cinéaste original est de retour pour la suite, ce qui assure une continuité visuelle déjà, thématique et surtout d'exigence. Même s'il est vite mis en production, le film bénéficie du même degré d'implication que sur le premier épisode. L'histoire reprend 1 an après. Sidney est alors étudiante à l'université, avec Randy, le geek survivant du précédent volet. Un film inspiré des faits du premier film, Stab, sort au cinéma. Lors de la première, un couple est assassiné en pleine salle et cela relance une vague de meurtres. Sidney est prise pour cible et se méfie de son entourage. Gail, la journaliste ayant écrit Stab, revient ainsi que Dewey, le shérif retraité, pour aider Sidney. Randy se fera assassiner, ainsi que plusieurs camarades de Sidney. Les tueurs s'avéreront être Mickey, un ami de Sidney, et Madame Loomis, la mère qui avait abandonné Billy. Le motif de la mère vengeresse est une reprise de Madame Wourse, de Vendredi 13. Il permet déjà à la saga d'agrandir sa mythologie et de varier les mobiles de meurtre. Fidèle à sa démarche du premier volet, le film se commentera en permanence. Si le premier était une analyse du slasher, où les héros se mettaient en perspective par rapport aux événements qu'ils affrontaient, le deuxième est un commentaire sur le concept de suite. Le film sait qu'il est une suite. Les personnages savent qu'ils vivent une répétition de ce qu'ils ont déjà vécu. Dès lors, Randy, qui était la voix cinéphile dans le premier Scream, va développer ses théories à ce sujet. Les suites doivent être dans la surenchère d'action, la surenchère de gore, la surenchère dramatique. Wes Craven prend ses adages à la lettre et développe une suite plus grandiloquente qui citera sans retenue des suites réussies comme Le Parrain 2, Terminator 2 ou L'Empire contre-attaque. Le cinéaste filme même un cours de cinéma où les références fusent et où nous sommes conviés à mettre notre cinéphilie à l'épreuve. Plus encore que le premier, ce second épisode a conscience de lui-même. Sans trop jouer au petit malin, il fait surtout preuve d'un immense amour pour le cinéma, ce qu'il démontre à chaque scène où tous les mécanismes qui font un film sont égrenés au cours du film. Le nœud dramatique dans une scène de représentation théâtrale, la captation et le montage vidéo dans une séquence de dérochage, les outils sonores dans une scène labyrinthique prenant place dans un studio d'enregistrement. Plus discret que dans le futur troisième film, le dispositif se resserre sur nos héros. Ils sont dans un film qui se referme sur eux. Au début du tournage, à la faveur d'un échange de mails, le scénario se retrouve piraté et divulgué sur internet. L'identité des tueurs est révélée et Williamson doit réécrire le dernier acte du film. C'est à partir de là, alors que la saga est scrutée par les fans et qu'internet prend une nouvelle ampleur, que la saga va tomber dans le culte du secret. Seuls quelques comédiens connaissent la fin du film et l'identité des tueurs. Et encore, ils ne l'apprennent que la veille du tournage des scènes finales. Plusieurs faux scénarios circulent pour mettre sur de fausses pistes d'éventuels pirates. La majorité du casting reprend du service, en premier lieu le trio de tête, Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Jamie Kennedy revient également dans le rôle de Randy, et un nouveau groupe de comédiens vient apporter son soutien, dont Jerry O'Connell, Sarah Michelle Gellar, Timothy Olyphant ou Jada Pinkett Smith.
Le principe du film dans le film, Stab dans Scream, permet un jeu de perspective apportant de la fraîcheur au récit. Les personnages plaisantent sur les acteurs qui les interprètent dans le film. Tori Spelling, Heather Graham, Luke Wilson ou David Schwimmer sont autant de comédiens alors en vogue qui sont évoqués voire montrés dans une mise en abîme très ludique. Sous une sécurité renforcée, le tournage durera 2 mois et demi, entre Atlanta et la Californie. Pour contrer la MPAA, Wes Craven a l'idée géniale de montrer une version du film beaucoup plus trash que celle souhaitée. Le comité demandera des coupes, ce qu'il fera sans sourciller, leur proposant la version qu'il souhaitait initialement. Un coup de poker gagnant. Le budget est plus important puisque la production octroie 24 millions de dollars pour Scream 2. Au box-office mondial, le film empoche 175 millions de dollars. Les critiques sont encore une fois positives, jugeant qu'il s'agit d'une suite inventive qui ne tombe pas dans la redite facile. Pour ma part, c'est le volet de la trilogie que j'ai sans doute le plus vu dans un premier temps. Comme je le disais, c'est sa façon très ludique de montrer sa propre mécanique qui m'a toujours impressionné. Scream 2 est un modèle de suite horrifique car dans la surenchère, il se permet le luxe d'être toujours efficace d'un point de vue épouvante. C'est une réussite à l'image de son aîné, et c'est sans doute la dernière fois que la saga fera l'unanimité au sein des fans et de la critique. Je donne la parole à Romain sur ce second chapitre de la saga. Eh bien, je suis obligé de l'admettre, mais l'une des plus grandes difficultés que l'on rencontre sans doute dans le cinéma, c'est de produire des suites. Comment faire pour à la fois contenter les fans qui vous demandent absolument de faire une suite à un film légendaire, comment faire pour les satisfaire, comment faire pour apporter de la nouveauté, quelque chose qui change, une sorte de continuité, mais en même temps quelque chose de radicalement différent, et comment convenir au système hollywoodien qui vous demande de faire de plus en plus de bénéfices à mesure que ces suites arrivent. C'est un profond casse-tête auquel je n'aimerais pas être confronté, et je dois l'admettre que Scream 2 a parfaitement réussi à prendre ses prérequis pour formuler une suite qui est profondément réussite. Et plus qu'une réussite, c'est véritablement au sein de l'horreur pure que je trouve que ce film est une profonde réussite. C'est-à-dire que même si je connais la finalité des scènes, même si je connais la fin et que j'ai regardé des centaines de fois ce film au point de le connaître par cœur, eh bien j'ai véritablement encore une forme de tension qui se dégage de certaines scènes qui me rappelle un peu la sensation que j'ai encore une fois quand je redécouvre la scène d'introduction du premier Scream, avec notamment dans ce deuxième opus les scènes légendaires où notamment Sidney s'échappe de la voiture alors que Ghostface il est accidenté, et également la scène qui se déroule dans un studio d'enregistrement où Gale est poursuivi par notre figure légendaire de Ghostface. Je sais pas pourquoi, mais cela me procure encore une fois des frissons. Pourtant, je connais exactement ce que cette scène va me procurer. Je connais par cœur cette scène. Il n'y a pas de raison que, malgré le fait que je connaisse par cœur, j'ai encore froid dans le dos quand je les regarde. C'est quand même un sentiment assez étrange que rares sont les franchises qui arrivent à me les procurer encore. Cela procure presque une aura surnaturelle à ces scènes, comme si je m'attendais, alors que je les connais par cœur encore une fois, comme si je m'attendais à ce qu'elles changent du jour au lendemain, comme si j'allais découvrir un jour une nouvelle scène, une autre finalité. Et pourtant, je sais comme vous que ce n'est pas possible. Et mine de rien, c'est peut-être l'une des choses que Scream 2 fait mieux que son aîné, procurer de l'horreur pure, de l'horreur glaçante, de l'horreur qui fait froid dans le dos, de la tension, quelque chose qui vous procure les mains moites en tant que spectateur, et je parle même pas de la première fois lorsque vous allez découvrir ce film et que vous ne le connaissez pas. Et si on rajoute à cela l'ambiance, l'histoire, les personnages qui deviennent extrêmement attachants, on arrive à avoir une suite qui se dirige vers le panthéon des suites réussies, et mine de rien, c'est quand même une des choses les plus rares du cinéma également. Après la sortie de Scream 2 en 1997, le slasher domine le monde du cinéma horrifique. Le genre continue de faire des émules. Le remake de Mortel Saint-Valentin, Urban Legend, un nouveau Chucky, une réunion Freddy Jason, etc. Même l'horreur teintée de fantastique essaye de reproduire la formule avec The Faculty, scénarisé par Kevin Williamson, Destination Finale, et j'en passe. Scream a totalement relancé le genre de l'épouvante et dessiné les contours de cette décennie à venir. À de rares exceptions près, le point commun entre toutes ces copies de Scream est qu'ils n'ont pas compris la démarche de Wes Craven et de Kevin Williamson. Scream est une analyse du cinéma d'horreur, un pastiche par moments. Ce second degré, cette hauteur de vue, n'est présente nulle part ailleurs. Signe que l'engouement est important, ce mouvement néo-slasher aura le droit à sa parodie, Scary Movie. Le film des frères Wayans est à l'instar des films des Zaz, une relecture trash et comique de Scream 1 et 2, et des films qu'ils ont fait naître. Si Scary Movie, qui était d'ailleurs le titre de travail de Scream premier du nom, est un succès, on ne peut s'empêcher de penser avec le recul que la démarche était assez vaine, tant Scream était déjà lui-même un regard décalé sur le genre. Et c'est là que se crée finalement le malentendu. Au regard du succès de Scary Movie, les auteurs de Scream 3 n'auraient-ils pas voulu assumer davantage leur démarche de pastiche ? Ehren Kruger remplace Kevin Williamson qui quitte le projet.
Il avait envisagé un 3e épisode où Stu, l'un des tueurs du premier épisode, avait survécu au téléviseur qui lui était tombé sur le visage, où celui-ci piloterait de nouveaux tueurs depuis sa prison. Après le contexte de la faculté dans le second film, l'histoire nous ramenait à Woodsboro pour un nouveau massacre de lycéens. Mais la tuerie de Columbine en avril 1999 changera considérablement les plans de Williamson, qui refilera le bébé à un autre scénariste. Ehren Kruger, donc, décide d'amplifier la trajectoire de nos héros en les faisant quitter les études pour le monde d'Hollywood. La boucle est bouclée. Wes Craven est heureux de cette nouvelle direction, et y voit l'occasion de finir en beauté son propos global. Il décide d'embrasser pleinement le ton plus grandiloquent et plus guignolesque pour ce chapitre final. Aussi, grâce au personnage du détective Kincaid, joué par Patrick Dempsey, le film se la joue davantage film policier. Scream traitait du slasher. Scream 2 parlait du concept de suite. Scream 3 théorisera sur le format de trilogie. Randy, pourtant décédé dans le volet précédent, sera encore la caution cinéphile pour prodiguer ses conseils au trio historique de la saga. Dans le 3e chapitre d'une trilogie, les règles établies précédemment n'existent plus. L'histoire reprend quelques années après le 2e film. Un film Stab 2 est sorti en salle pour raconter les événements vécus par nos personnages dans le second volet, et un 3e film s'apprête à être tourné d'après une histoire originale. Un tueur va alors s'inspirer du scénario de ce 3e Stab pour assassiner les membres du casting. Gale, toujours en quête de scoop, arrive à Los Angeles pour en savoir plus. Dewey est devenu consultant technique sur le tournage, tandis que Sidney, que le tueur cherche à faire venir à Hollywood, vit recluse au milieu de nulle part pour se protéger et penser ses traumatismes. Elle finit par rejoindre ses amis et affronte le passé trouble de sa mère qui, avant de rencontrer son père, avait tenté une carrière d'actrice. On apprend qu'elle fut violée par des producteurs. Le final nous révèle l'identité du tueur. Car cette fois, il n'y en a qu'un. Il s'agit de Roman, le réalisateur de Stab 3, qui est le fils caché et renié de la mère de Sidney, fruit des viols que Maureen Prescott a subis. Roman, le demi-frère de Sidney donc, révèle qu'il est le responsable de la mort de leur mère, puisque c'est lui qui avait piloté Stu et Billy Loomis, puis Mickey et la mère de Billy. Sidney finit par le tuer. Un final plus romanesque en somme qui n'a pas peur de friser le ridicule par moments, des explosions, des retournements de situation qui lornent vers le soap opéra, etc. Mais tout ça prend sens quand on se rappelle de la démarche initiale de Craven. Depuis le début, il ne parle que de cinéma et ne cesse de vouloir agrandir la mythologie Scream. Il est donc tout à fait logique qu'Hollywood soit le théâtre de ce dénouement, et qu'une dimension shakespearienne s'invite à la fête. Cette fois, il n'y a plus de garde-fou pour les références, elles fusent de partout. De l'apparition pleine d'ironie de Carrie Fisher à l'autocitation, tout y est. Dans Scream 2, je disais que Craven décomposait la mécanique cinématographique de manière éparse dans son récit. Ici, il met les pieds dans le plat. Tout ce qui fait un film est à l'image. Du truchement des décors au chariot de Gatling, il s'amuse sans retenue de pouvoir tendre un miroir à l'industrie hollywoodienne. Les personnages évoluent à proprement parler dans des décors, qui reconstituent leurs propres histoires. Quand Sidney est poursuivi dans la reconstitution de sa maison d'enfance, la mise en scène rejoue la même partition que dans le premier film, avec un mouvement de caméra et une action similaire. Mais cette fois, l'artifice est jeté au visage des spectateurs. Le film tire à boulet rouge sur Hollywood, avec notamment ce portrait des producteurs, décrits comme des gens de pouvoir s'évertuant à détruire l'art, en coupant, remodelant les films selon des impératifs commerciaux, et comme des gens sans scrupules capables de détruire des vies et des carrières de jeunes actrices en abusant d'elles. Il est d'ailleurs assez curieux rétrospectivement de penser que c'est Harvey Weinstein qui avait produit ce film, lorsqu'on sait qu'il était surnommé Harvey aux mains d'argent pour son habitude à couper dans les films, et quand on connaît dorénavant les crimes qui étaient déjà les siens en 2000. Toujours est-il que Roman, le réalisateur assassin, égorge son producteur à la fin en lui disant qu'il a le final cut, ce fameux Graal que cherchent à obtenir tous les cinéastes pour leurs films. Difficile de ne pas y voir un propos de la part de Wes Craven. Le film est encore un succès. Si à l'international il est le moins efficace des trois avec 161 millions de dollars au box-office, en France par exemple, il est celui qui aura engrangé le plus grand nombre d'entrées avec 2 600 000 spectateurs, mais le budget étant plus important avec 40 millions de dollars investis, Scream 3 encaisse moins de bénéfices que ses aînés. J'ai une affection toute particulière pour ce film, car il est une sorte de summum pour la franchise Scream. Pas forcément son volet le plus efficace en termes horrifiques, mais un film généreux dans sa démarche de commentaire sur Hollywood. Pour moi qui aime le cinéma et qui a un attachement certain pour cette période où je découvrais plus sur celui-ci, Scream 3 fait office de making-of de luxe, forcément exagéré. J'aime aussi l'aboutissement dans l'arc narratif de nos héros, surtout Sidney, et la manière dont la trilogie se tient dans son ensemble. Un équilibre en 3 volets qui sera rompu 11 ans plus tard. Je laisse Romain nous donner son avis sur ce chapitre tant décrié.
Eh bien pour être honnête, il ressort de ce 3e épisode de Scream quelques complications. Est-ce que c'est parce que je suis un amoureux de la franchise, qu'il y a vraiment donc cette part de nostalgie en moi que j'arrive à être extrêmement indulgent avec ce 3e épisode? Ou est-ce que parce que justement je suis un fan, que je suis un peu trop pointilleux et que je m'attends forcément à quelque chose de légendaire lorsque je regarde un Scream? Et est-ce que après tout, par rapport aux critiques qui y sont exercées, est-ce que c'est pas un mélange de ces deux notions? Parce qu'en vérité, ce qui complique la chose avec Scream 3, c'est qu'il possède une énorme ambition. Et ce n'est pas simplement l'idée de faire une suite, c'est de faire une suite qui soit beaucoup plus ambitieuse, qui soit différente et qui apporte véritablement quelque chose à la formule. Il y a tellement d'ambition qui se dégage de ce 3e opus, c'est assez impressionnant de voir ça. Terminer la ville de Woodsboro, il est temps de se rendre à Hollywood et mine de rien, ça change quand même pas mal à la formule. Et surtout, quelque chose qui est très important, c'est qu'on va voir un schéma qui est complètement différent. On avait un premier opus qui se finissait dans une maison assez ténébreuse, assez effrayante. On a un 2e opus qui se termine au théâtre, dans un espace qui est plus ouvert, qui est plus grand. Et on a un 3e opus qui se termine dans une villa hollywoodienne. À mesure qu'on avance dans la franchise, on va être dans des endroits de plus en plus, on va dire, espacieux, avec beaucoup plus d'espace pour le spectateur et beaucoup plus d'espace pour les scènes, comme si le film augmentait considérablement son budget, et à mesure que la franchise devenait de plus en plus populaire, que le réalisateur pouvait se faire plaisir avec des scènes beaucoup plus impressionnantes. Une simple métaphore de la maison de Billy Loomis jusqu'à Hollywood pour montrer la popularité de la franchise au fur et à mesure des années, et que nous avons affaire à une des franchises les plus importantes du genre horrifique, encore une fois au fur et à mesure des années. Mais la chose la plus ambitieuse de Scream 3, c'est qu'il cherche véritablement à vous surprendre. Il cherche à surprendre pas forcément les spectateurs lambda, mais les fans de la saga, en bousculant la mythologie de la saga. Vous avez eu un premier film avec le copain tueur, vous avez eu un 2e film avec la mère du copain tueur qui cherche à se venger. Ça y est, il est temps de bousculer la mythologie de la saga, de modifier votre perception des précédents films en apportant le frère de Laurie. Le frère de Laurie, qu'est-ce que je raconte? En rapportant le frère de Sidney Prescott, Laurie c'est dans Halloween, pour essayer de bousculer vos attentes et de bousculer votre perception du premier opus surtout. Ce qui signifie qu'après avoir vu Scream 3, vous allez regarder le premier opus différemment, que ce soit par rapport à la mère de Sidney Prescott, que ce soit par rapport au frère de Sidney, ou que ce soit par rapport au tueur de Billy Loomis, motivé par les propos du tueur Roman du 3e film. Et donc que ce soit en termes d'ambiance, d'ambition, de propos, mais également au niveau de la mythologie, de la racine même, du cœur de la saga de Scream, il cherche véritablement à bousculer vos attentes, à vous apporter de la surprise, il cherche à vous plaire. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de critiques négatives peut-être à l'encontre de Scream 3, c'est que les spectateurs n'ont pas compris cet amour qu'il avait à vous donner ce film. Et oui, peut-être qu'il ne le fait pas de la bonne manière, peut-être qu'il le fait parfois de façon extrêmement maladroite, mais cela reste rempli de bonnes intentions et de bonnes ambitions, et au moins ça reste à saluer. C'est véritablement la démesure qui caractérise ce 3e opus, c'est peut-être l'un des plus ambitieux de la franchise, et est-ce que pour ça on peut en vouloir à Wes Craven? Je ne pense pas, et c'est un opus de cœur. Ce n'est pas un plaisir coupable, il faut arrêter de dire ça, c'est un bon opus qui possède ses défauts, mais qui possède aussi beaucoup de qualités qui sont à prendre en compte pour essayer de nuancer nos propositions et notre critique sur ce 3e épisode. Onze années ont donc passé depuis la fin de la trilogie Scream. Entre-temps, le cinéma d'horreur a largement évolué, partant dans 2 directions faisant figure à la mode dans les années 2000. Le torture porn dans un premier temps avec des sagas comme Hostel de Eli Roth ou Saw de James Wan, redéfinissant notre rapport au gore. Puis dans un second temps, la vague de remakes de films d'horreur cultes des années 70-80, comme le nouvel Halloween de Rob Zombie, le Vendredi 13 et le Massacre à la tronçonneuse, tous deux réalisés par Marcus Nispel, ou le nouveau Freddy et j'en passe. Étant arrivé au bout d'une certaine logique avec Scream et son auto-analyse du genre slasher, le cinéma d'épouvante peine à se réinventer. Dès 2008, Kevin Williamson commence l'écriture d'un nouveau scénario pour sa saga fétiche. Alors qu'il pensait la saga enterrée, lui vient un flash avec une histoire qui mériterait d'être racontée. Il souhaite faire son grand retour à Woodsboro, après que les suites aient amené nos personnages sur les routes d'Hollywood. Avec plus de 600 millions de dollars amassés pour les 3 premiers volets, les frères Weinstein encouragent Williamson dans cette voie. Williamson imagine alors une nouvelle trilogie. Wes Craven se laisse convaincre par son scénariste, et lui qui n'a rien tourné de très probant depuis Scream 3, avec des passages dans le registre du drame ou du policier, accepte. Mais alors, de quoi parlera ce nouveau film? Après le slasher, le concept de suite, puis de trilogie, qu'aura à commenter ce 4e Scream? Eh bien peut-être toute cette vague de remake-reboot à laquelle succombe Hollywood. Wes Craven n'est d'ailleurs pas épargné par ses réinterprétations d'œuvres cultes, puisque, outre son Freddy, La colline à des yeux et La dernière maison sur la gauche subissent aussi les joies du remake, avec plus ou moins de réussite. Encore une occasion pour lui de régler ses comptes.
Et contrairement au torture porn où la vie des personnages n'a que peu d'importance, Wes Craven souhaite réunir son casting original pour réaffirmer l'importance des personnages. Du quasi jamais vu dans le genre slasher, le trio de tête est toujours présent depuis 1996 et le spectateur aura vu grandir ses personnages à l'écran, renforçant l'attachement qui est le nôtre vis-à-vis d'eux. Le 4e film va également introduire une nouvelle génération de lycéens à Woodsboro. Et la façon de parler de cette jeunesse va également évoluer, forcément. En 2011, les réseaux sociaux ont commencé à émerger, et toute une jeunesse a été biberonnée aux émissions de télé-réalité et à la célébrité facile. Si le film n'est au final pas toujours très subtil sur cet aspect-là, il essaye d'intégrer cette nouvelle donne dans les rapports et les motivations des personnages. Quand la production du film est lancée, les rumeurs vont bon train. Est-ce que le casting original reviendra ? Est-ce que Sidney ou un autre personnage original sera tué ? Est-ce que nos héros deviendront les tueurs ? On sent très vite que ce 4e volet dans la tête du public et de la presse spécialisée est censé conclure l'histoire de Sidney, Dewey et Gale, et tourner la page pour laisser une nouvelle génération éclore. Et de fait, le film va habilement jouer sur cette attente du public. Concernant le casting, en 2010, les carrières de Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette ne sont plus vraiment au top. Neve Campbell a tenté de s'imposer dans différents registres, sans succès, et tourne dans quelques séries, notamment dans Grey's Anatomy, où elle retrouve Patrick Dempsey, qui jouait dans Scream 3. Courtney Cox a du mal à se redresser après l'arrêt de Friends en 2004, mais trouve finalement du succès avec Cougar Town. David Arquette, lui, enchaîne les échecs et se tourne vers le catch pour occuper l'espace médiatique. En somme, ce nouveau Scream 4, alors qu'ils avaient tous juré que le 3e serait le dernier, arrive à point nommé dans leurs carrières respectives. Neve Campbell hésite longtemps, mais finit par accepter. Pour le reste du casting, comme à son habitude, Wes Craven pioche dans le monde de la télévision pour distribuer les rôles des jeunes lycéens. Hayden Panettiere, Emma Roberts ou encore Rory Culkin. Marley Shelton complète le casting en interprétant le nouveau shérif adjoint. Roger Jackson, dont je n'avais pas encore parlé jusqu'ici, revient aussi pour interpréter la voix de Ghostface. Le tournage commence en 2010 dans le Michigan, contrairement aux autres films qui avaient été tournés entre la Californie et la Géorgie. Wes Craven ressent beaucoup de pression durant le tournage car il a peur de faire moins bien que sur les 3 premiers Scream. Sur le plateau, Erin Kruger, scénariste du 3e épisode, revient pour corriger certains aspects du scénario qui ne collent plus à la vision des producteurs. Williamson est indisponible pendant le tournage, donc laisse Kruger prendre sa place, ce qui plaît moyennement à Craven. Le cinéaste utilise pour la première fois des effets numériques pour les besoins de certaines scènes. Pour les 3 premiers films, les couteaux servant à poignarder les victimes étaient des lames rétractables pour signifier la lame qui s'enfonce dans la chair. Désormais, les lames sont ajoutées numériquement pour éviter les petits accidents comme sur le plateau du premier film, et pour en rajouter sur le gore en amplifiant les impacts. Car depuis que le torture porn est passé par là, la MPAA est beaucoup plus conciliante avec les effets sanguinolents. Et Wes Craven est bien déterminé à faire de ce Scream 4 un film ultra sanglant. Cela explique donc une propension du film à être beaucoup plus démonstratif et violent. Pendant le tournage, Wes Craven tient les fans informés de l'évolution de la production via Twitter, où il tient une sorte de journal de bord. Comme c'est l'un des thèmes sous-jacents du film, le cinéaste tient à comprendre cette technologie. Ceci dit, à titre personnel, je trouve cet aspect un peu survolé, voire mal compris. Le personnage de Robbie, par exemple, qui filme sa vie en continu, sur on ne sait quelle plateforme, est une sorte de caricature un peu trop poussée de la façon dont les jeunes pouvaient consommer les réseaux sociaux en 2011. Sous cet angle, le cinéaste semble bien moins comprendre cette génération-là que la précédente qu'il avait si brillamment croquée dans le premier Scream. L'histoire raconte une nouvelle vague de meurtres à Woodsboro, alors que Sidney Prescott, qui a écrit un livre sur les drames qui ont jalonné sa vie, arrive en ville pour une séance de dédicace. Le tueur semble faire une sorte de remake des meurtres de 1996. Dewey a repris sa place de shérif et Gale a abandonné toute ambition journalistique pour le suivre à Woodsboro. La cousine de Sidney, Jill, et sa mère accueillent Sidney chez elle. Et les meurtres se rapprochent de plus en plus de notre héroïne préférée. Les jeunes sont obsédés par la saga Stab et organisent un marathon pour regarder les 7 épisodes à la suite. Le final révélera l'identité des tueurs. Charlie, fan d'épouvante, et Jill, la cousine de Sidney, jalouse de sa popularité et souhaitant devenir la nouvelle survivante star. Jill tue son coéquipier et laisse pour morte Sidney, mais finit par être tuée par sa cousine dans un final assez inédit, révélant la véritable note d'intention du film, on ne déconne pas avec l'original. La sortie du film a donc lieu en avril 2011. En France, le film attirera un peu plus d'1 million de spectateurs, là où les 3 premiers avaient largement franchi la barre des 2 millions d'entrées. À l'international, le constat est le même, le film a coûté 40 millions de dollars et en rapporte en tout 97 millions, là où les précédents avaient tous passé le seuil des 160 millions. À titre personnel, c'est un volet devant lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, car le fait de revoir Sidney, Dewey et Gale était très réjouissant. J'ai beaucoup aimé retrouver le côté méta avec cette triple introduction de films dans les films. Le film m'a beaucoup plu aussi avec cette phrase culte de Sidney qui montrait la véritable intention de Wes Craven vis-à-vis des remakes.
Mais comme pour le futur 5e film, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver des regrets quant à la forme prise par ce 4e Scream. Je n'aime par exemple pas du tout ce nouveau rendu visuel, rendant l'image un peu baveuse et quasiment hors propos avec le reste de la saga. C'est pourtant le même directeur photo qui assurera le cadre et la lumière, mais le résultat est pour moi une faute de goût. Et le retour à une ampleur beaucoup plus terre-à-terre après un passage à Hollywood me convainc qu'à moitié. Les personnages ont vécu un aboutissement avec Scream 3, et les faire revenir dans un simili remake du premier film est une étape les faisant regresser d'une certaine manière. Malgré tout, c'est un film généreux, drôle parfois, inventif, et un commentaire toujours aussi incisif sur l'industrie hollywoodienne. À toi Romain de me dire ce que tu avais pensé de ce retour à Woodsboro. Alors tout d'abord, lorsqu'on parle de Scream 4, il est important de se replonger dans le contexte de l'époque. Comme on l'a fait avec Scream 1, on s'est replongé dans le contexte de 1996 où le spectateur découvre une nouvelle franchise horrifique sans véritablement le savoir. Et bien pour Scream 4, il faut se replonger également dans l'interprétation et dans le contexte des spectateurs. Nous sommes en 2011, cela fait plus d'une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu d'opus qui est sorti au cinéma. L'attente est insoutenable, il y a une véritable hype, une véritable excitation, une véritable joie de découvrir un film qui est Scream, un nouvel opus qui va se composer à cette trilogie originale, qui va apporter de cela de nouveaux acteurs, mais en même temps les acteurs qui sont présents dans les anciens opus, sous la direction du même réalisateur qui s'occupe de la saga depuis le début. Il y a de quoi être heureux, il y a de quoi de se replonger dans ce contexte véritablement de joie que procurait d'avoir la sortie d'une franchise aussi importante que Scream qui est de retour, en prenant les prérequis de base de la saga. Et ce que je veux dire avec des mots compliqués, c'est que à part les rides des spectateurs et des anciens personnages, rien n'avait changé. On vous propose la même formule, mais proposée d'une façon assez différente, et je comprends pourquoi ce 4e opus fait véritablement l'unanimité. Et je pense que si Scream 4 est aussi apprécié, qu'il est autant mis sur un piédestal par les fans, c'est tout simplement parce qu'il y a ce contexte de l'époque qui est à prendre en compte avec cette excitation de retrouver une franchise plus de 10 ans après, comme si elle n'avait jamais changé, comme si les choses n'avaient pas évolué depuis. Et je comprends, moi-même quand j'étais au cinéma lors de ma séance, ça m'a procuré des sensations nouvelles, un mélange de nostalgie alors que j'étais assez jeune, et un mélange d'excitation de découvrir cette nouvelle aventure avec Sidney Prescott qui affronte de nouveau Ghostface. Et même si avec du recul ce n'est pas mon préféré, j'aime bien le schéma qu'il apporte, c'est-à-dire que nous avons véritablement la construction d'une quadrilogie, puisque Scream 4 apporte une nouvelle perception sur la chronologie de la saga. Nous avons 2 premiers opus qui se concentrent sur le personnage de Billy Loomis, avec Billy Loomis en tant que premier tueur et avec la mère de Billy dans le second film, et dans le 3e et le 4e opus, on se concentre exclusivement sur Sidney Prescott, avec un 3e film qui se concentre sur le frère de Sidney Prescott, et un 4e film qui se concentre sur la nièce de Sidney Prescott. Et donc on a 2 premiers films qui se concentrent sur Billy Loomis, et 2 suivants qui se concentre sur le personnage et la famille de Sidney Prescott, et je trouve que ça fait une dualité qui est plutôt intéressante et qui est plutôt opposée à la saga, ce qui fonctionne plutôt bien. Ce nouvel opus apporte donc la volonté de construire la saga en termes de segments, presque comme des séquences. Il apporte une Woodsboro qui est terrifiante, qui est plongée dans une lumière assez sombre, avec véritablement cette ambiance typique de film d'horreur qu'on peut retrouver dans les slashers, avec une réalisation toujours aussi efficace, avec une pointe d'humour, une pointe de gore qui fonctionne extrêmement bien, et les personnages sont attachants, et les anciens personnages le sont encore plus. En fait, Scream 4 réussit la prouesse de faire une suite qui est extrêmement réussite. Malgré le fait qu'elle me convient moins, ça reste un opus qui est réussi, et tout comme il est extrêmement difficile de produire une suite à un classique comme l'a fait Scream 2, il est encore plus difficile, je pense, de produire un 4e opus qui arrive à apporter quelque chose et qui arrive à étendre l'univers de la bonne façon sans forcément que ça soit redondant. C'est une prouesse Scream 4, véritablement c'est une prouesse de réussir à fournir autant de qualité après autant d'épisodes, et pour ça, on est obligé de lever le chapeau. Après le succès en demi-teinte du 4e film, la nouvelle trilogie envisagée par Kevin Williamson est rangée au placard pour laisser place à une série télé Scream, indépendante des films avec de nouveaux personnages. Le monde des séries est alors en plein essor et le côté méta, marque de fabrique de la saga, pourrait tout à fait prendre sa place dans ce nouveau format. Les frères Weinstein sont toujours à la production et Wes Craven est crédité comme producteur mais n'est pas du tout impliqué dans le développement de la série. La série est tournée en Californie et se voit diffusée sur MTV. L'histoire raconte celle de Emma Duval, une nouvelle héroïne, qui affronte un nouveau Ghostface avec un masque assez différent, qui décime ses amis les uns après les autres. Elle essaye de comprendre qui se cache derrière ce masque, et découvre des secrets liés aux différentes familles peuplant Lakewood, le nouveau cadre servant à la série. Pour commenter rapidement cette série, que j'avais apprécié suivre, je dirais qu'elle a réussi certains points, comme celui de nous faire accepter un nouveau groupe de personnes, de nouvelles intrigues et un nouveau contexte,
Aussi, son nouveau Ghostface a le mérite d'être assez original tant par son look soigné que par ses motivations assez inédites. Les 2 premières saisons se tiennent à peu près puisqu'elles forment un tout, auquel s'ajoute un épisode spécial Halloween parfaitement raté. Mais le problème global de cette série est que le côté méta est quasiment absent de A à Z, et que le ton est beaucoup trop premier degré. La série sera finalement annulée puis relancée avec une 3e saison indépendante totalement dispensable, qui reprend l'aspect original de Ghostface mais qui termine d'enfoncer la série dans les pires ratages télévisuels récents. Au final, le carnage sera abrégé rapidement puisque la 3e saison se termine au bout de 8 épisodes. La franchise Scream a alors du plomb dans l'aile. Ses droits d'exploitation seront bientôt vendus et revendus entre différentes structures de production, suite à la chute de Harvey Weinstein et de Miramax. Nous sommes en 2018 et il faudra attendre 4 ans pour que la saga renaisse de ses cendres. Qu'avais-tu pensé de cette série, Romain ? Eh bien, je pense sincèrement que Scream est l'une des rares franchises qui peut parfaitement fonctionner sous le format de la série, qui peut parfaitement apporter des choses nouvelles et justement réussir à se renouveler par le biais de ce nouveau médium. Alors est-ce que c'est le cas avec cette série Scream ? Est-ce qu'elle a réussi à profiter de ce médium pour fournir quelque chose de qualitatif ? Eh bien en vérité ce n'est pas forcément le cas, mais en même temps ça l'est également. C'est une forme de plaisir coupable, une forme de divertissement qui fonctionne malgré tout, malgré quelques petites faiblesses qui sont quand même importantes. Parce que sans qu'on le veuille véritablement, sans qu'on s'en rende compte finalement, on s'attache progressivement au personnage des 2 premières saisons, avec le tueur aussi qui a un aspect légendaire, sans oublier que on se sépare de Woodsboro pour la ville de Lakewood. Lakewood qui a un aspect de ville légendaire, qui arrive avec le tueur Brandon James à vraiment apporter une forme de dose de surnaturel ou de mystique que j'adore personnellement. Évidemment ce Ghostface qui est profondément effrayant, qui est brutal, qui apporte des scènes parfois extrêmement gore, qui même une espèce de gore artistique qui fonctionne plutôt bien sur certaines scènes, et surtout ce masque qui est profondément terrifiant, et là c'est de l'innovation, c'est apporter une nouvelle perception du personnage, avec ce masque qui se rapproche encore plus du cri de Munch, avec ce tableau qui est évidemment profondément légendaire. Il y a un aspect effrayant, et si je croise quelqu'un qui porte ce masque dans la rue, je peux vous garantir que j'ai intérêt de courir vite. Au-delà de Brandon James, il y a également cet aspect de savoir qui est le tueur, et de développer un tueur sous plusieurs saisons, ce qui profite justement du médium. Mais le véritable problème de cette série, c'est qu'elle manque d'ambition. Elle est efficace, mais elle manque complètement d'ambition, elle aurait pu aller beaucoup plus loin, et c'est dommage de ne pas avoir procédé à cela. Parce que si on prend les 2 premières saisons, elles sont efficaces, je les aime beaucoup, mais elles manquent complètement d'ambition, et elles manquent quelque chose qui apporterait une forme de subtilité, et je parle même pas de la 3e saison qui est d'un ridicule assez conséquent quand même, il faut se le dire. Et c'est dommage parce que je considère que c'est l'un des rendez-vous manqués de la télévision et de l'histoire des séries les plus importants qu'on ait eu ces dernières années. On aurait pu véritablement avoir quelque chose qui soit profondément hype avec chaque épisode qu'on attend, avec véritablement une direction et une prise de risque qui est faite, et malgré tout, Scream ne profite pas de ce nouveau médium pour développer quelque chose de différent et quelque chose de nouveau. Un rendez-vous manqué, et on espère qu'ils feront mieux avec la série Hellraiser, sinon moi comme dans Scream 3, je vais aller à Hollywood et je peux vous garantir que ça va barder. Wes Craven décède le 30 août 2015, des suites d'une tumeur cérébrale. La saga est alors orpheline de l'un de ses 2 créateurs, mais les droits de la franchise sont finalement rachetés par Spyglass Media Group et Paramount Pictures. Reboostés par le succès de Halloween, produit par Jason Blum, les nouveaux décideurs veulent alors ressusciter Scream une dernière fois, sur grand écran ce coup-ci. Kevin Williamson est rappelé mais décline l'offre de scénariser ce nouvel opus. Il accepte néanmoins de produire le film, devenant en quelque sorte le dernier gardien du temple. James Vanderbilt, connu pour le très bon script de Zodiac et les moins bons scénarios de X-Men Origins Wolverine, The Amazing Spider-Man ou le remake raté de Total Recall, s'associe à Guy Busick pour rédiger l'histoire. Il souhaite rendre hommage à Wes Craven. C'est aussi le but du duo de réalisateurs choisis pour succéder au maître, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Ces 2-là font partie du collectif Radio Silence, spécialisé dans l'horreur avec des anthologies comme VHS ou leur film Wedding Nightmare. Ce sont 2 cinéastes biberonnés au cinéma de Wes Craven, et leur embauche paraît tout à fait cohérente avec cette démarche d'hommage au cinéma du maître et à l'épouvante en général. Mais restent 2 inconnus. Le casting original acceptera-t-il de remplir sans la présence de celui qui les avait révélés en 1996 ? Et quelle approche allait alors prendre ce nouvel opus, après l'analyse du slasher, de la suite, du concept de trilogie et enfin de remake ? Les acteurs originaux acceptent finalement la proposition, séduits par un scénario plein de révérence vis-à-vis de Wes Craven. Ils sont rejoints par Marley Shelton qui reprend son rôle de l'adjointe Jodie Hicks.
Une nouvelle génération de comédiens est engagée pour compléter le tout. Comme pour le 4e film, Scream 5 ressemble alors à un renouvellement en règle des générations. Melissa Barrera et Jenna Ortega jouent 2 sœurs qui sont appelées à devenir les nouvelles héroïnes de la franchise. Jake Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Sonia Ben-Ammar ou Mickey Madison s'ajoutent à la liste. Les 2 réalisateurs renouvellent les équipes techniques, la photographie qui était jusqu'ici assurée par Peter Deming revient à Brett Jukiewicz, Marco Beltrami, le compositeur qui avait tant apporté à la saga, est remplacé par Brian Tyler. Le tournage commence en septembre 2020 pour une sortie prévue en 2021 initialement. Il a lieu en Caroline du Nord et se retrouve quelque peu perturbé par la crise sanitaire liée au Covid-19. Le tournage se termine fin novembre 2020 dans les décors bien connus de la maison de Stu du premier film. La maison existant toujours, la production n'a qu'à installer ses caméras pour un hommage ultime au film de 1996. Le film prend place 10 ans après les derniers meurtres. Un tueur s'en prend à une jeune femme, Tara, qui survit à l'attaque. Sam, sa grande sœur, revient à Woodsboro pour la soutenir, tandis qu'une vague de meurtres redémarre. Sam affronte alors son plus grand secret. Elle est la fille cachée de Billy Loomis et avait fui Woodsboro par sentiment de honte. Le tueur semble connaître ce secret. Dewey n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son divorce d'avec Gail, qui est retourné en Californie reprendre sa carrière de journaliste. Sidney a refait sa vie avec Mark Kincaid, l'enquêteur de Scream 3, et a des enfants. Elle revient à Woodsboro pour aider ses amis. Gail revient également dans le cadre de son métier, et Dewey finit assassiné par le nouveau tueur, ce qui abat complètement les 2 survivantes historiques de la saga. Les tueurs s'avéreront être Richie, le petit ami de Sam qui n'a pas apprécié la tournure de la saga Stam, et Humber qui vit dans l'ancienne maison de Stu, l'un des premiers tueurs, et qui a complètement vrillé. Gail et Sidney, aidés de Sam, les tueront. Le film embrasse totalement l'héritage de la saga. Billy Loomis apparaît régulièrement à sa fille dans des scènes d'hallucination. Skittle Rich revient et se voit rajeuni numériquement. Heather Matarazzo revient en Martha Mix, sœur de Randy après son apparition dans Scream 3. Marley Shelton fait la jonction avec le 4e film dans le rôle du shérif X. Et des références à Mark, à Randy, Kirby ou à Stuart finissent par faire de ce volet, retitré Scream tout court, à la manière des derniers Halloween, un hommage total à la saga de Wes Craven. On sent un côté méta dans sa façon d'aborder encore une fois le genre horrifique. En 2022, l'horreur a évolué. Des boîtes de production comme celle de Jason Blum ou A24 ont façonné de nouvelles approches comme celle dite de l'horreur intelligente, qui a vu éclore de nouveaux cinéastes comme Ari Aster, Jordan Peele ou David Robert Mitchell. Le film fait énormément référence au monde du cinéma, notamment avec ce fameux Stab 8 qui aurait tant divisé les fans et qui aurait été réalisé par Rian Johnson comme un certain Star Wars 8 si décrié. Une façon pour les réalisateurs d'entretenir la démarche initiale de Craven et de Williamson, tout en actualisant les références. Le film est encore en cours d'exploitation au moment où je fais cette vidéo, mais à l'heure actuelle, il a engrangé 138 millions de dollars au box-office mondial, dépassant largement les scores du 4e film. Preuve de l'attrait toujours vivant pour la franchise, ce résultat permet d'enclencher un 6e film rapidement qui n'aura pas 11 ans à attendre pour voir le jour. À titre personnel, j'ai aimé certains aspects du film, comme ce retour à une photographie en anamorphique plus naturelle et plus proche des rendus des 3 premiers Scream. J'ai apprécié l'hommage des réalisateurs à Wes Craven qui se glisse dans ses pas sans trop de soucis. J'ai eu plus de mal avec les motivations des tueurs que j'ai trouvé trop absurdes. Les meurtres sont plus gore, la violence plus frontale, mais la peur n'est pas bien gérée, je trouve. Mais malgré quelques aspects plus ou moins bien menés, comme le fanservice ou la bande originale totalement anecdotique, le film propose de nouveaux personnages assez intéressants. C'est une appréciation personnelle, bien sûr, qui repose essentiellement sur mon rapport à la saga, qui, je le répète, a eu une importance clé dans mon amour du cinéma. On sent qu'une page se tourne sous nos yeux, le film, contrairement au final de Scream 4, envisage désormais un futur sans nos 3 héros de toujours, et il faut l'accepter. Je laisse Romain conclure sur ce dernier épisode en date, avant la sortie d'un 6e Scream bientôt, qui sera tourné en 2022. Et pour commencer avec ce 5e opus, j'aimerais simplement mettre en avant que Scream, c'est l'une des rares franchises qui arrive à créer des événements extrêmement importants à des intervalles et à des décennies aussi différentes. Tout comme le retour de Scream 4 était une bénédiction et un véritable événement pour tous les fans du genre à l'époque, Scream 5 est véritablement revenu en ce début d'année comme un profond événement pour tous les fans du genre horrifique. Et ça, c'est véritablement la plus belle beauté de cette franchise, c'est qu'on pouvait se retrouver sous différentes générations au sein de ce même écran, dans cette même salle de cinéma. Aussi bien des personnes âgées que des personnes moyennes, que des personnes jeunes, tout le monde passait un moment sur des intervalles différents, des personnes qui ne partagent pas du tout les mêmes opinions
opinions, ne partagent pas du tout les mêmes passions, ne partagent pas la même vision de vivre, ne partagent pas le même statut social, et pourtant tout le monde était devant cet écran en train de regarder cette nouvelle suite parce que tout le monde avait attendu ce retour tonitruant de la franchise Scream. Et je pense que je n'ai pas encore assez de recul, et justement j'ai hâte de voir les années qui passent pour voir comment on va prendre ce nouvel épisode de Scream. Je trouve que Scream 5 réussit parfaitement ses objectifs. J'ignore si c'est la vieillesse, c'est la nostalgie qui parle, tout comme les personnages qui sont présents dans cet opus. J'ignore si parce que ça me rappelle mon enfance de revoir ces personnages, mais Scream 5 réussit encore une fois la prouesse de ramener des acteurs connus, et il prend des risques en proposant de nouveaux personnages qui sont quand même des personnages principaux. On sent véritablement la volonté de construire une nouvelle base de personnages, de protagonistes qui vont devenir les principaux dans les futurs opus qui sortiront. On prend également des risques en tuant un des personnages les plus importants de la saga. Dewey, il se passe quelque chose lors de cette scène, une forme d'émotion, quelque chose que n'avaient pas les autres opus parce qu'ils n'osaient pas tuer ces personnages. Et là, tout d'un coup, on a un film qui ose te dire on va te tuer un de tes personnages préférés, tu vas vivre une séquence d'émotions fortes, et je dois l'admettre que j'ai mis quelques temps à m'en remettre de cette mort qui pour moi était une forme de destruction de mon enfance et de tout mon amour que j'ai pour ce cinéma d'horreur. Et quoi qu'on en pense, même s'il y a un côté peut-être réédit, peut-être qu'il manque parfois d'innovation, je trouve que Scream 5 apporte pas mal de choses, et notamment sur la conclusion parfaite de nos personnages. Ce qu'on pouvait reprocher à Scream 4, c'est qu'il n'apporte pas une conclusion, et pourtant il était presque vendu comme la conclusion de la saga Scream. Scream 5 fait le pari d'apporter la conclusion à chacun de nos personnages, que ce soit Dewey qui meurt avec la thèse du Chevalier Blanc. Dewey, c'est le Chevalier Blanc, c'est le personnage qui a toujours fait en sorte de protéger les autres, et qui va permettre d'apporter de l'aide par son sacrifice, qui va permettre de rapporter la reine qui va aider cette nouvelle génération, à savoir Sidney Prescott. Sidney va donc transmettre le flambeau au personnage de Sam, qui devient en quelque sorte la nouvelle Sidney Prescott, et même si elle devient la nouvelle Sidney Prescott, ce n'est pas une Sidney Prescott bis, elle est la fille de Billy Loomis, qui apporte toute une subtilité en plus, et qui permet en même temps de relier un nouveau personnage qui est totalement nouveau, c'est la première fois qu'on le découvre, et en même temps de la faire plaire aux fans. Comme ça les fans, ils voient la fille de Billy Loomis, et forcément cela leur rappelle les anciens opus de la saga, ce qui crée à la fois une forme de nouveauté, tout en la reliant intelligemment avec l'origine et le fil conducteur rouge de la saga. Sans oublier Gale, qui décide plutôt que de sa carrière de choisir un livre sur Dewey, ce qui montre que plutôt que la facilité, le succès, et plutôt que de raconter un nouveau drame qui ferait carton et qui rapporterait beaucoup d'argent, au lieu de choisir le capitalisme, elle décide de choisir la voie de la raison, ce qui montre également une évolution importante du personnage, et j'ai véritablement le sentiment qu'avec Scream 5, et je pense pas, j'espère en tout cas qu'on va pas les revoir, je pense qu'il est temps de passer à autre chose avec ces anciens personnages, il est temps de les laisser reposer en paix, et de passer à cette nouvelle génération qui en plus de ça, arrive à être profondément intéressante. Et pour moi, la chose la plus importante qui ressort de ce 5e épisode, c'est véritablement le personnage de Sam. Au-delà d'être la fille de Billy Loomis, c'est que à certains moments, on sent que dans certaines scènes, elle perd pied, elle se laisse dévorer par l'esprit de son père, ce qui pourrait créer une héroïne différente, une héroïne tourmentée, et une héroïne peut-être un peu plus, j'allais dire criminelle, mais un peu plus glauque que ce qu'on a eu avec Sidney Prescott, qui était l'archétype, je l'adore, mais qui était quand même l'archétype de la survivante la plus bienveillante au monde. Surtout que Sam dispose d'une sœur et que ça peut créer des enjeux émotionnels fortement intéressants. Bref, ils ont tout un tas de pistes pour développer cet univers et apporter des nouveaux opus qui, contrairement aux séries peut-être, aient un peu plus d'ambition et apportent véritablement quelque chose en plus à cette mythologie déjà de base de la saga Scream. Et en fin de compte, si on fait le bilan de tout ça, les amis, c'est quand même quelque chose de dingue. Cette série arrive à poser les bases d'un nouveau genre de film d'horreur. Elle arrive à mettre à la mode les slashers, arrive à véritablement apporter quelque chose avec des codes qui sont quand même assez simples. Mine de rien, il y a eu un avant et un après Scream. Après Scream, tous les films devaient ressembler à Scream, ou du moins être aussi intenses, aussi gore, apporter de la jeunesse, une forme de nostalgie du collège, etc. Il fallait que tout le monde ressemble à Scream. Et rien que pour ça, on peut dire que ce petit bonhomme blanc est un pionnier. Et maintenant, avec du recul, on se rend compte que Scream, c'est véritablement quelque chose de dingue. C'est que c'est l'une des seules franchises horrifiques qui arrive à être cohérent, qui arrive à ne pas avoir des centaines de timelines, qui arrive à avoir vraiment une forme de cohérence. Tu peux regarder le premier jusqu'au 5e, tu vas tout comprendre juste en regardant les films. Tu vas pas être perdu comme Massacre à la tronçonneuse ou Halloween à avoir 12 films qui ont tous des timelines différentes, qui se permettent de supprimer tel ou tel film. Véritablement, Scream a ce mérite-là, et rien que pour ça, je trouve que Scream a réussi à dépasser ses aînés. L'objectif de Wes Craven, ce n'était pas forcément de surpasser ses aînés, ce n'était pas forcément de créer une franchise aussi légendaire que les Freddy ou les Halloween, et pourtant il a réussi de façon assez récente comparée aux autres à créer une franchise qui désormais est légendaire et qui est sans doute l'une des franchises les plus populaires et les plus importantes, et ouais, j'ai pas peur de le dire, les plus importantes du genre horrifique. Et donc la question que je voudrais vous poser avant de conclure, c'est est-ce que finalement Scream c'est pas la franchise la plus emblématique du genre horrifique? Une question dont la réponse paraît difficile, mais en vrai, la vérité c'est que la réponse paraît comme une forme d'évidence. Et un grand merci pour cette magnifique invitation, le cinéma de papa, et puis prenez soin de vous, à la prochaine. Merci à toi Romain surtout. Et pour conclure à mon tour, la saga Scream aura complètement refaçonné ma cinéphilie, alimentant mes références et décuplant les possibilités d'œuvres à découvrir. C'est une saga qui, contrairement à Halloween, ne repose pas sur son antagoniste.
Ghostface n'est finalement ici qu'un prétexte pour laisser nos héros grandir et surtout nous parler de cinéma. Craven et Williamson ont importé au cinéma et dans le genre horrifique l'aspect méta, le commentaire qui feront de ces films les films définitifs du slasher. Impossible de passer derrière eux sans se prendre le pied dans le tapis des artifices que nous a expliqué la saga en long et en large. Les films Scream de Wes Craven et aujourd'hui leur héritage mené par une nouvelle génération ont éduqué le spectateur sur ce qu'il regardait, ont de manière ludique et didactique entraîné notre œil à comprendre ce qu'est un film. Au travers le macabre des meurtres qui jalonnent les 5 épisodes de la saga, ressort un sentiment étrange et bienvenu, celui de s'être amusé malgré tout, de s'être amusé à apprendre le cinéma. Times have come here, but now they're gone. And seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. So come on, baby. Take my hand, we'll be able to fly. Baby, I'm your man. Baby, I'm your man. Valentine is done. Here, but now they're gone. Romeo and Juliet are together in eternity. 40,000 men and women every day, another 40,000 every day. So come on, baby, take my hand, we'll be able to fly.